On a fait un pas très grand dans l'humanité il y a presque 100 ans quand on a découvert les champs magnétiques et les champs électriques et on a construit toute une civilisation là-dessus. Et maintenant, le prochain pas, c'est de découvrir qu'est-ce que la gravité au niveau fondamental et apprendre à la contrôler. Et on y arrive. On peut agir sur les champs électromagnétiques du vide. Ça nous donne une possibilité incroyable qui démarre maintenant, avec des nouvelles physiques, avec des nouvelles technologies qui vont nous amener à une prise de conscience fondamentale que l'univers est abondant d'énergie, qu'on n'a pas à se battre pour l'énergie, parce que ça nous amène à une civilisation incroyable. Une civilisation qui n'est pas dans 3 générations, mais c'est une civilisation que vous et moi on construit en ce moment. Quand j'ai commencé cette grande aventure, j'avais 10 ans, j'ai eu des expériences qui me disaient que ce qui est très, très petit était relié à ce qui était très, très grand. Et pour moi, c'était évident, parce que les grandes choses, ils sont faits de petites choses. Mais malheureusement, depuis presque 100 ans, nos physiques sont divisées entre le grand et le petit. La physique relative pour le grand, qui décrit les champs gravitationnels, la physique quantique pour le petit, et les deux ne s'entendent pas. Quand on regarde les trous noirs, on trouve que l'information, on trouve que l'espace-temps courbe vers l'infini. Donc, on a un point singularisé au centre du trou noir qui a une densité infinie dans les équations d'Einstein. Et quand on regarde au noyau de l'atome, on trouve que l'espace-temps autour et dans le noyau de l'atome va aussi vers l'infini, c'est-à-dire qu'il y a presque un nombre infini d'énergie dans le noyau de l'atome. Quand je suis arrivé à ces 2 endroits, j'ai commencé à penser, mais peut-être que cet infini, cette singularité, ce point d'information infinie, de ce point d'énergie infinie, est la connexion entre le vraiment grand et le vraiment petit. Et ce point, il se résume à une densité de Planck, à un point avec une distance en centimètres de 10 à la moins 33. C'est une distance très, très petite, d'un très, très petit point, avec une énergie infinie. Et j'ai commencé à penser que peut-être ce point au centre de toute chose, peut-être ce point au centre de notre existence, est le point qui connecte toutes les choses dans l'univers. Vous savez, il y a 99,9999999% d'espace ici. Mais c'est quoi la différence entre ça et ça? Ouais, la différence, c'est qu'il y a des champs électromagnétiques dans cet espace, et il y a des champs électromagnétiques dans cet espace. Et ces champs, ils interagissent de façon que, comme 2 aimants qui se repoussent, qui fait que ma main ne peut pas passer à travers la table, mais pas dans cette situation en tout cas. Ça veut dire que, vous savez, il n'y a rien qui touche. Mes atomes, ils n'ont jamais rien touché. C'est désolant à dire, surtout pour vos partenaires. Il n'y a rien qui a jamais touché à rien. Parce qu'il y a de l'espace partout. Il n'y a que des champs électrostatiques qui interagissent. Et ça nous donne une impression du matériel, de ce qu'on appelle notre réalité.
alors que c'est fait en gros pourcentage d'espace. Et on passe la plupart de son temps à étudier le 0,0000001%, et on ignore généralement complètement le 99,9999999%. On dit, c'est l'espace, il n'y a rien. Alors qu'on sait que l'espace est plein. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé comme ça de l'espace, mais on ne les a pas nécessairement écoutés, malgré que ces gens-là étaient quelques-uns de nos plus grands physiciens dans l'histoire humaine. Par exemple ici, John Wheeler. Aucun point n'est plus important que celui-ci. L'espace vide n'est pas vide. Il est le siège de la physique la plus violente, c'est-à-dire que c'est plein d'énergie. Un autre, David Bohm. David Bohm dit, l'espace n'est pas vide, il est plein. L'univers n'est pas séparé de cette mer cosmique d'énergie. Einstein. Les objets physiques ne sont pas dans l'espace, mais ces objets sont une extension de l'espace. De ce point de vue, le concept d'espace perd sa signification. L'espace vide est plein d'énergie, et pas un peu d'énergie, l'infini d'énergie dans chaque point. Vous voyez, si on avait trouvé ça aujourd'hui, probablement il y a des gens comme moi, vous c'est des erratiques, qui auraient dit, ah, on a trouvé la conscience, hein? On a trouvé Dieu, on a trouvé la force de création. Mais c'est pas ça qui s'est passé. Au lieu de ça, on s'est dit, ah, ça c'est un problème de la physique. Il faut trouver un moyen d'arrêter ces infinis. Il faut trouver un moyen d'arrêter les nombres à un endroit spécifique. Et évidemment, la distance de Planck est devenue l'endroit où on arrête l'équation. Ça s'appelle la renormalisation. Je vous dis tout ça parce que c'est très important pour vous de comprendre que vous vivez dans un champ électromagnétique avec de l'information presque à l'infini dans chaque point. Vous êtes en communication avec cette énergie à tous les instants de votre vie. On a découvert en physique quantique que quand on frappe une particule avec un électron ou avec un photon, il y a deux photons qui sortent de la particule, hein, qui émettent deux photons, et que si on change ce photon ici, l'autre photon là-bas, il change instantanément. Et ça ne dépend pas de la vitesse de la lumière, c'est-à-dire que les photons peuvent être plus loin que la vitesse de la lumière peut communiquer avec l'un et l'autre, et ils changent en intrication exactement, instantanément. Ça ne dépend pas de la distance. C'est dû à des trous de verre qui connectent les particules au niveau quantique. Et ça, c'est très nouveau parce que les trous de verre, c'est une conséquence des équations d'Einstein. Alors, c'est pas quelque chose, les trous noirs et les trous de verre, c'est pas quelque chose qui serait supposé être discuté au niveau quantique. Et vous pouvez imaginer, quand je leur ai dit qu'un atome, c'est un trou noir, ça n'a pas trop bien allé. Je me suis pris des tomates. Et donc, cette compréhension que l'espace-temps est connecté à travers ces trous de verre, en fait, nous donne un sens de connexion avec l'univers, où on commence à comprendre qu'on n'est pas isolé dans notre petite conscience, dans notre petit cerveau, mais qu'en fait, on est en communication
avec le tout de l'univers. S'il y a des trous noirs partout, comment ça se fait que vous ne les sentez pas quand vous marchez, quand vous vivez? Ben c'est parce que ces trous noirs, ils sont des milliards et des milliards plus petits qu'un atome. Alors évidemment, vous ne les expérimentez pas directement. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là. Vous êtes fait de 100 000 milliards de cellules. Vous êtes un miracle sur pied. 100 000 milliards, il y a des milliards de changements chimiques dans votre corps à toutes les secondes pour que vous restiez en vie. C'est fou, c'est incroyable, c'est un miracle que vous soyez là. Il n'y a rien dans la physique quantique classique ou standard ou la relativité qui prédit quelque chose d'incroyable comme un être humain. Ou même un brin d'herbe est très, très complexe avec tous ces microbes et tous ces machins. Vous êtes fait de 100 000 milliards de cellules. Est-ce que vous pouvez intégrer ça? 100 000 milliards de cellules. Alors, quand vous dites « je suis une personne », pas tout à fait. Et chacune de ces cellules est faite de 100 000 milliards d'atomes. Alors, vous imaginez, les atomes, ils sont très petits. Et si on prend une de ces atomes et qu'on fait que le champ de l'électron, c'est le dôme du Vatican, le proton au centre de cet atome est la grosseur de la pointe d'une épingle. C'est petit, très petit. Ben, le Planck, alors, c'est quoi en relation d'un proton? Si on fait qu'un Planck, c'est un grain de sable, la Terre est comme un grain de sable autour du Soleil. Le proton serait comme la distance entre Alpha Centauri et le Soleil, 40 milliards de kilomètres. Ce serait le diamètre d'un proton. Alors, le proton, il est petit, mais le Planck, il est super petit. Et c'est pour ça que vous n'avez pas une expérience du champ de Planck directement, à moins que votre conscience elle-même soit le résultat de ce champ d'information. Vous voyez où ça commence à connecter, là? Cette énergie du vide, elle est très dense, il y a beaucoup d'énergie dedans. Si on obtient un peu de cette énergie dans 1 centimètre cube, on peut avoir assez d'énergie pour la planète pour des milliers d'années. Des milliers d'années dans 1 centimètre cube. Et pas toute l'énergie qui est dans 1 centimètre cube. Un pourcentage très petit de l'énergie qui est dans 1 centimètre cube. Vous imaginez le changement? Parce que là, je viens de vous démontrer en physique, directement, scientifiquement, mathématiquement, que vous êtes fait de cette énergie et que toute la matière en émerge. Si on commence à comprendre ça et on commence à utiliser l'énergie du vide, on peut faire de la matière. Ça réglerait beaucoup de problèmes environnementaux. C'est en fait l'énergie du vide au niveau universel qui pousse notre univers en expansion. On appelle ça l'énergie noire, je pense en français. Et l'énergie noire, avec la matière noire, fait presque 96% de la masse de notre univers. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit dans l'univers, toute la matière, fait que 4% de ce qu'on voit.
Et l'espace, il n'est pas seulement autour de vous, vous êtes fait de 99,99999% de cet espace. Imaginez-vous combien d'énergie est présente dans votre espace. Vous savez c'est qui est dans cet espace? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cet espace? J'ai ajouté à ma présentation cette animation pour décrire la structure des Plancks, les mouvements des Plancks dans l'espace-temps. C'est-à-dire que si on met un petit Planck sphérique autour de tous les triangles, vous allez reconnaître la fleur de vie. Là, je l'ai extrapolé au niveau de triangulaire pour que vous pouvez voir la géométrie qui en ressort. Quand les Plancks oscillent, la danse que ce champ électromagnétique fait crée des géométries qui sont considérées des géométries sacrées dans presque toutes les traditions autour du monde. Et donc, et voilà les Plancks. Et là, on peut voir, les Plancks se triangulent, on peut dire se triangulent, c'est un nouveau mot, et ça crée ces géométries. Et ça, je ne l'ai pas publié encore, je voulais vous le montrer. Quand on ajoute des Plancks d'un côté, on peut voir comment, quand il y a une géométrie qui va vers l'intérieur, il y a une géométrie qui va vers l'extérieur, et ça, c'est l'échange d'informations à travers la surface, l'horizon du trou noir. C'est comme ça que l'information s'échange. Et si vous regardez bien, ça ressemble beaucoup à la formation d'un cœur qui bat. Les cœurs battent comme ça. Je voulais que vous ayez une visualisation. C'est comme ça que vous parlez à l'univers. À chaque Planck moment, vous êtes en communication à travers tous vos protons au reste de l'univers. Et vous êtes connecté à un point fondamental, c'est-à-dire que vous savez, la spiritualité, on a tendance à la penser séparée de la matière. Mais en fait, la spiritualité, elle est dans la matière. En fait, la matière, c'est l'information, c'est la spiritualité manifestée. Et c'est à l'intérieur de la matière qu'on est connecté à l'univers. Et vous savez, quand vous méditez, vous allez vers l'intérieur de la matière avec votre conscience. Et c'est là que vous trouvez l'information. Parce que si vous avez toute l'information de tous les autres atomes dans l'univers, dans chacune de vos atomes, vous avez accès à toute l'information de n'importe où dans l'univers. Et c'est ça que les maîtres disaient quand ils disaient aux gens, vous pouvez faire ce que j'ai fait et beaucoup plus. Et cette connexion, elle est accessible à n'importe quel moment de votre vie. Et en fait, même vos mouvements font partie de cette connexion. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mouvement linéaire. Ça n'existe pas. Je dis, ma main, elle va à 1 km/h comme ça. Voilà. Est-ce que c'est vrai? Absolument pas. Parce qu'elle va que à 1 km/h en relation avec moi. C'est le même problème avec le proton. Ma main, elle est sur une terre qui bouge. Et donc, quand je bouge de A à B, en même temps, la terre a bougé. Et aussi, la Terre est en orbite autour du Soleil.
Il faut que je rajoute cette vitesse quand je calcule ma main qui bouge. Et quand la Terre, elle bouge en relation avec le Soleil dans la galaxie, et il faut que je rajoute cette vitesse à ma main qui bouge. Et la galaxie, elle bouge dans la structure de galaxie de notre univers local. Et ça bouge dans des plus grosses structures qu'on appelle superclusters. Et tout ça. Il faut que j'ajoute toutes ces vitesses. Alors, ma main, à quelle vitesse elle bouge? Parce que là, j'arrive rapidement à la vitesse de la lumière. Elle bouge à la vitesse de la lumière ou comment elle bouge? Un mouvement linéaire, comment il se passe? Là, on ne comprend plus le mouvement si on suit comme ça. Ou bien, la seule chose qu'on peut conclure de ça, c'est qu'en fait, ma main, elle se défait et elle se refait. Et elle se défait et elle se refait. Et elle se défait et elle se refait. C'est-à-dire qu'au niveau de Planck, au temps de Planck, ma main informe l'univers d'où elle est et d'où elle va. Et l'univers la recrée dans le Planck suivant. Et elle informe l'univers d'où elle est et d'où elle va. Et elle se reforme dans le Planck suivant. Vous suivez? Et donc, vous êtes constamment en fluctuation entre vous et l'univers. Vous êtes vous et l'univers, et vous et l'univers. Savez-vous qui vous êtes quand vous êtes l'univers? Savez-vous ce que vous faites quand vous êtes l'univers? Savez-vous ce que vous lui disiez à l'univers? Quand les maîtres vous ont dit que vous êtes la lumière, ils étaient sérieux à propos de ça. Parce que vous êtes fait de particules qui tournent à la vitesse de la lumière. Chaque point dans un univers infini est le centre de l'univers. Vous êtes le centre de l'univers. Mais il ne faut pas oublier que tout le monde est aussi le centre de l'univers. Parce que sinon, là, il y a des problèmes. The Connect